Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Nom d'un pipeline. Alors, je suis aujourd'hui avec Frédéric Lepied. On se connaît depuis très longtemps avec Frédéric. Je crois qu'on a commencé à bosser ensemble il y a presque 20 ans. Ouais, ça ne Et on rajeunit pas, a... quoi. Pardon, désolé, déjà le coup de vieux pour C'est commencer. ça, Genre, c'est ça. oh, je suis très content, merci de me rappeler que je suis très vieux. Ben, moi aussi, je suis très vieux. Et ouais, on a commencé il y a un bon moment à bosser ensemble à l'époque de Mandrakesoft, tout ça, il y a très longtemps. C'est clair. Et il se trouve que tu es tombé dans le monde du CI/CD il y a très longtemps aussi pour le coup. Je crois que tu as commencé il y a un bail. Alors on se disait juste avant, ça fait presque 10 ans que tu bosses sur ton projet là en ce moment. Et on a bossé ensemble chez Red Hat aussi plus récemment, il y a quelques années. On a eu l'occasion de collaborer tous les deux sur plein d'autres sujets divers et variés, Mhm. ce qui était assez cool. Et peut-être pour commencer, ouais Fred, si tu veux te présenter rapidement ce que tu as fait dans ta longue carrière du Ouais, coup. je peux peut-être pas tout expliquer depuis le début, parce que sinon Par on résumé. a pour longtemps, quoi. Bah, je suis Frédéric Lepied, je travaille chez Red Hat actuellement, donc dans des équipes qui font de l'intégration continue de manière un peu spéciale avec les partenaires. Donc on va en parler pendant l'épisode. Euh, j'ai- je- on peut dire que je fais du CI/CD avant même que ça s'appelle CI. On appelait ça des build systems, on appelait ça autrement, mais c'était quand même de l'automatisation. Au tout départ, c'était plutôt des fermes de build. Après, il y a eu un peu de tests. Après, on a essayé de faire des tests sur du hardware, que c'était un peu compliqué aussi chez Mandrake. Voilà, on a fait du CI pendant longtemps. C'était un peu tous les j'ai un peu tâté un peu tous les outils. Je sais plus comment ça s'appelait, Buildbot au début. On avait nos trucs à C'est ce que j'allais nous, dire. on avait du Jenkins après on avait tout. Enfin, j'ai fait un peu de tout, hein, du GitLab CI, du GitHub Action. J'ai travaillé beaucoup avec Zool aussi pendant un moment, quand on faisait de l'OpenStack à l'époque, hein, avec Zool et Gerrit en tandem. On avait même fait un bundle de tout ça qui s'appelait Software Factory à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle toujours Software Factory, qui est aussi connecté à GitHub maintenant, et qu'on continue à utiliser hein, de notre côté pour développer notre solution de CI. Ok, On utilise un CI toujours aussi, ce qui est normal. normal, quoi. Là, c'est une bonne pratique, hein. C'est eat your own dog food. C'est ce que Exactement. beaucoup de boîtes SaaS dans le dev tout le font. C'est quand même une super pratique si tu fais un outil que tu n'arrives pas à utiliser toi-même. Mm -mm. C'est pas bon signe, hein. Ouais, ouais. Et ouais, Zool et Gerrit, je pense que c'était quand même pas mal en avance. C'était pas assez bon en termes d'expérience utilisateur face à GitHub, tout ça, qui sont quand même super simples d'approche pour pour les débutants. Mais pour les gens expérimentés qui veulent des trucs assez solides, c'était quand même, enfin, ouais, pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé mieux, quoi, en vrai. Bah, en fait, le truc, c'est que Zool a un super truc avec, ils ont tout un système de merge queue, etc., Mm, qu'on connaît bien aussi chez nous, puisque, mm, enfin bon, bah, moi et Mehdi, on a bossé dessus aussi, et mm. puis c'est ce qu'on a fait un peu chez Mergify. Et le truc de Gerrit, c'est que, enfin, je sais pas si l'UI a beaucoup changé, mais c'est vrai que l'UI UX, c'est pas forcément super friendly, c'est pas GitHub, quoi, c'est pas au niveau de Ouais, c'est GitHub en ça, termes de friendliness. c'est dommage, quoi. Après, je parle encore à beaucoup de gens qui utilisent, pas forcément Gerrit, mais qui adorent le côté dans Gerrit de tout ce qui est stack PR, enfin, ce qu'on Mm, appelle mm. les stack PR sur GitHub, c'est-à-dire le côté stack, d'avoir une branche et de pouvoir Ouais, review ça, les c'est commits sûr. individuellement. Ce que GitHub sait toujours pas faire. Nous, on a développé un outil, du coup, qui fait un peu l'équivalent de Git Review qu'on utilisait Mm. sur Gerrit à l'époque d'OpenStack et compagnie. On a fait un équivalent avec notre CLI Emergify qui pourrait de faire ça, donc de faire une branche et d'avoir des commits qui sont plusieurs PR, en fait, et de review tous ces trucs-là individuellement. Et ce qui marche assez bien, c'est cool, on l'utilise en interne, on a des gens dans la communauté qui l'utilisent aussi, donc c'est plutôt cool, on voit que ça fonctionne, c'est pas au niveau de Gerrit, parce qu'au vrai, l'UI, on se repose sur GitHub qui n'est pas forcément fait pour ça, donc il y a quelques limitations, mais c'est mieux que rien. Mais c'est un vrai problème parce qu'en fait, on s'est rendu compte avec pas mal de gens qui font ça, c'est qu'en gros, les gens ont un problème, donc c'est orthogonal au CI, mais c'est un peu lié aussi, c'est qu'en fait, le plus gros problème des équipes au-delà du CI, c'est les code review et le pick-up time des PR. C'est-à-dire que les équipes, elles font des PR et personne ne les review. C'est un peu le problème qu'on entend souvent. Il y Mm. a des boîtes on discutait il n'y a pas très longtemps avec Axolo qui a un outil pour aider justement en synchronisant Slack et GitHub pour aider les équipes à réduire le pick-up time, améliorer le review time, etc. Et le vrai problème, c'est qu'il y a
le problème de fond, c'est que souvent les paires, elles font genre 2000 lignes et que elles sont pas splittées en fait en plein Ouais, de bah petits c'est bouts. le problème. Et comme t'as pas, voilà, et en fait, du coup, forcément, personne n'envie les reviews et les reviews, ça prend des plombes. Du coup, la paire, elle est bloquée pendant 3 semaines. Mhm. Et le fait est qu'il n'y a rien dans GitHub, et je pense dans GitLab aussi, qui t'encourage vraiment à découper les pull requests en plus petits morceaux, Tu peux les plus découpler en commit, digestes. mais bon, après tu revues pas les commits, tu revues la paire en entier. Ouais, c'est pas fait pour. C'est ça, tu peux accéder aux commits dans les paires de GitHub Mhm. et les regarder un par un, Mais mais en c'est pas fait, très utile, ouais. bah non, le workflow est pas fait pour ça en Non, fait. non. Le workflow, il est pas fait pour ça et c'est un peu tout naze. Du coup, ce que beaucoup de gens utilisent, c'est le squash merge là, du coup, dans GitHub. Comme Mhm. ça, les gens font des git push sur leur branche avec des fixes partout dans la PR avec 25 commits qui ressemblent à rien, qui sont pas ordonnancés. Puis à la fin, tu squashes tout, Exactement, ouais. histoire d'avoir un historique clean. Donc c'est pas top. Et Mhm. c'est vrai que là-dessus, Gerrit et Zool, j'étais assez fan aussi Bah après, sur la de... maintenance aussi, moi, le fait qu'il y ait qu'un seul commit pour faire des cherry picks, quand t'as des branches de maintenance et tout ça, c'est quand même super intéressant. Après, quand t'as 10 commits dans une branche, pour une seule feature, tu sais pas trop, enfin, c'est beaucoup plus chiant à gérer, en fait, en vrai. Ouais, mais je suis le premier à engueuler mes ingénieurs quand ils me font des changements qui sont bons, mais en fait, dans la perf, il y a 3 changements différents. Même si la perf fait 20 lignes, il y a 3 changements. Là, tu as corrigé une typo, là, tu as changé le nom d'un truc parce qu'effectivement, c'est logique, mais c'est 3 changements différents. Mm, Fais-moi 3 paires parce que ta paire, en fait, dedans, tu as corrigé un bug ou tu as rajouté une feature au passage, et on va devoir la revert parce qu'elle sera cassée, et on va revert les autres changements qui étaient bons par contre. Ouais, bah à ce Donc, en moment-là, fait, c'est un. tu peux faire une paire avec plusieurs commits, mais bon. Si tu les, Ouais, sauf que faut faut pas vraiment, squash, quoi. ouais, faut pas squash et faut vraiment bien les identifier. Et puis après, faut faire du rebase interactif. Enfin, les gens ont pas vraiment l'habitude de faire ça, quoi, d'aller chercher après, modifier le bon truc au bon endroit. Enfin, Ouais, c'est un peu c'est dommage. un Mais il y a peu rien dans compliqué. GitHub. Il y a aucune direction d'ailleurs chez GitHub qui a l'impression d'être prise pour améliorer ça de manière générale. Non, Donc, non, bah, c'est plus la facilité. Eux, ils cherchent le nombre, en fait. Donc, c'est plus compliqué. C'est pas. hmm, ça, c'est un peu dommage. Et tu parlais de rien à voir, mais tu parlais des buildbots et tout. Et en fait, c'est ce que je me disais. J'ai un peu connu des buildbots et compagnie, mais en fait, c'était un peu les premiers CI pour moi. C'est genre, en fait, avant de faire des tests, vu qu'on faisait pas forcément beaucoup de tests Mm. de manière générale dans le monde de l'ingénierie, je pense il y a 25 ans. C'est un peu les premiers tests, c'est genre, est-ce que ça compile finalement quand tu avais Ouais, c'est beaucoup de ça. trucs qui Ouais. étaient en langage compilé, est-ce que ça compile? Du coup, le CI, c'était un buildbot qui Ouais, nous à buildait les l'époque, trucs, si ça fallait que compilait ça pas. compile et que ça build des packages. Donc des fois, ça dépendait des langages, ça dépendait des trucs, le kernel, les librairies, tout ça. Enfin, c'était différent. Chacun avait sa spécificité. Donc on a touché à tout un tas de systèmes de build, à tout un tas de systèmes d'intégration. RPM, c'était une façon d'intégrer en fait des logiciels qui venaient de sources complètement différentes. Maintenant, on a les containers, c'est un peu la même chose. On va chercher des trucs un peu partout et on les package d'une certaine manière pour les distribuer. C'est aussi une forme d'intégration en fait. C'est une standardisation en fait de l'intégration des logiciels en fait ces trucs-là. Ouais, ouais, complètement. Ouais. C'est rigolo parce que tu vois l'évolution, du coup, comme tu disais, après tu fais du Jenkins, après tu fais d'autres trucs, jusqu'à ce que tu fais maintenant, du coup. Mm. Donc ouais, maintenant ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait de l'intégration avec les partenaires de Red Hat. Donc on travaille sur 3 produits. On travaille sur le produit OpenStack parce que c'était initialement, bah, là on a travaillé ensemble. C'était le départ en fait de l'aventure chez Red Hat quand ils ont bah, acquis notre société. Donc on a fait en fait de l'OpenStack avec les partenaires pour en fait tester le produit de Red Hat qui font et voir si ça fonctionnait bien avec le hardware des partenaires ou avec les plugins des partenaires ou les logiciels des partenaires. Donc souvent, en fait, c'est une zone un peu spéciale. C'est ni le partenaire ni nous avons toutes les compétences pour faire quelque chose de bien, parce que nous on connaît bien le produit Red Hat et eux ils connaissent bien leur propre produit, mais aucun des deux connaît que ça marche bien ensemble, quoi. Donc il faut qu'on travaille ensemble et qu'on fasse des tests. Donc ça fait aussi partie de la certification, donc les gens vont vouloir être certifiés pour passer, pour être sûr que ça fonctionne. Mais si on veut que ça fonctionne dans la durée, en fait, la collaboration avec les partenaires, bah, il faut le tester de manière continue. Bah, c'est là on se dit, bah, tester de manière continue, en fait, c'est du CI. Donc on va faire du CI et on va leur proposer en fait un CI qui est industrialisé quelque part, où on va bah, packager le CI et leur fournir et leur donner des points de configuration, de customisation pour rajouter du code à eux, pour faire des trucs. Mais le gros, par exemple, de tout ce qui est Red Hat va être fait pour eux, en fait.
Donc Ok, on donc en a fait, fait... ton produit, c'est un CI. En fait, ton produit, c'est un CI que tu fournis, enfin un peu clé en main, que Ouais, tu c'est fournis aux ça. partenaires, qui en général font du hardware, du coup, si je comprends bien, Pas que du hardware, mais il y a derrière. du soft aussi, il y a un peu les deux. Il y a du soft aussi, Ouais. ouais, qui testent, et eux, après, intègrent leur hardware ou soft Mm, dans ce CI que vous c'est fournissez, ça. Ouais. et du coup, tu as un cycle de vie sur ce CI que Ouais, tu ouais. Et fournis. donc nous, on le gère comme vraiment un logiciel en fait. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des packages, on va gérer toutes les dépendances, on va vraiment garantir que tout l'environnement, tout va marcher tout le temps. Nous, on le teste de notre côté et on s'assure que ça va marcher tout le temps parce qu'on contrôle tout l'environnement en fait. On contrôle la manière dont ça s'installe, on contrôle les outils qui sont utilisés quoi. Donc on a Ok. on a un repo RPM qui est fabriqué par nous et qui est consommé par tous les labs de tous nos partenaires en fait. Donc D'accord, on et fait donc ils ça maintiennent pour leur CI. OpenStack, on fait ça pour Linux, pour Red Hat Enterprise Linux, et on fait ça pour OpenShift, la version Kubernetes de Red Hat dernièrement. Ok. Donc Et du coup, ils s'auto-certifient après, dans le sens où si CI passe, ils ils sont sont pas entre guillemets certifiés, mais en certifiés. fait ils font passer les tests de certif. Comme ça, eux dans leur développement, ils peuvent tester la certif et les tests de certif sont intégrés. Donc ils les font passer tout le temps. Et quand eux ils font une nouvelle version de leur logiciel ou quand il y a une nouvelle version du logiciel de Red Hat, ils peuvent dire oh, ok, maintenant je soumets la certification parce que je sais que ça passe. On le fait passer en CI tout le temps en fait. Ok. Du coup, c'est un CI que eux, ils font tourner potentiellement a posteriori ou en parallèle de ce qu'ils font, ou tu sais comment ils l'intègrent en fait, Bah, ce ça CI dépend des dans le cas, mais développement. nous, ce qu'on leur recommande, c'est de le faire tourner tout le temps, même s'il n'y a pas de nouvelle version. Parce que faire du CI, on peut en parler, c'est compliqué de faire du CI sur du hardware. Il y a pas mal de challenges autour de ça, euh, parce que le hardware, ça aime pas être rebooté tout le temps. Enfin, il y a plein de choses qui se passent pas obligatoirement très bien. Donc, faut prendre l'expérience de bien connaître son matériel, de savoir comment il va réagir, comment ça va se passer. Donc, plus tu le fais, mieux ça se passe bien, mieux ça se passe en fait. Je sais pas, c'était pas très français ce que j'ai dit, mais bon. Ouais, Mieux ouais, je ça se vois ce que passe tu veux quoi. dire. Il te faut l'expérience en fait, mais du coup, ça veut dire que chacun, enfin, chaque par exemple constructeur ou quand c'est le cas du hardware, ils doivent avoir un peu leur propre adaptation du CI, ouais, pour gérer si, Mm. comme tu dis, ils n'aiment pas trop être rebooté, pour avoir leur propre workflow. Donc, vous avez un CI qui est quand même très adapté, enfin adaptable en tout cas, Ouais, ouais. pour chacun, Donc parce nous, qu'ils doivent on, un on peu. s'appuie ouais, sur Ansible, donc on fait tout en Ansible, parce que comme ça nous permet de faire tout ce qu'on veut en fait. On peut faire des calls d'API, on peut faire euh, installer des trucs, on peut tout manipuler en fait. On a besoin d'être super léger, donc Ansible c'était le truc le plus léger possible, et ça nous permet de tout faire en fait. Tout ce dont on a besoin de faire, on peut le faire quoi. Et en fait, on s'appuie pas du tout sur des solutions de CI habituelles. On n'utilise pas de Jenkins, on n'utilise pas tout ça. On a juste des playbooks. En fait, on livre des playbooks et on leur dit ils peuvent le lancer comme ils veulent. Eux, ils peuvent utiliser leur Jenkins, ils ont un Jenkins, parce qu'en fait, on a fait le constat en fait que essayer de vendre une solution de CI, ça fait peur parce que chaque société a fait ses choix. Et si on arrive en leur disant oh bah là faut faire du Jenkins, oh là faut faire du GitLab CI ou je sais pas quoi, ils vont nous dire non en fait. Nous, ce qu'on leur dit, non, Ouais. vous n'avez pas besoin. En fait, nous, vous le lancez comme vous voulez dans votre CI que vous avez. Si vous en avez pas, vous faites une comptable, ça va marcher tout seul. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un système de CI en fait, en vrai. Et le CI, pour nous, c'est juste un scheduler. Il va lancer nos jobs en fait. On va pas se servir des fonctionnalités du système de CI. Nous, on va lancer nos playbooks Ansible et nos playbooks Ansible, ils vont reporter le résultat à notre serveur central en fait. Ok, et du coup, mais ça veut dire comme qu'il doit y avoir du hardware que tu peux manipuler, j'imagine, de manière automatique, parce que tu dois pouvoir déployer Ouais, des trucs c'est un dessus et lab. tout On ça. leur demande un lab et un ingénieur qui bosse avec nous en fait. D'accord, ouais, donc en fait, tu fournis aussi. Ouais, c'est-à-dire que tu fais pas juste, tu ships le truc et Non, non, c'est bon, non, c'est on travaille terminé. avec eux. C'est vraiment de la relation privilégiée. C'est nos partenaires voilà, stratégiques avec qui on travaille. Quoi. Ouais, t'as forcément un peu un travail Ouais, ouais, d'intégration, ouais. un peu entre guillemets custom, même si tu peux l'intégrer, Mm. j'imagine, dans le Mais produit pour pas que après, ce nous, soit un toute truc. la configuration est gérée dans un Git, soit un Git interne s'ils veulent pas, soit nous on préfère un Git privé sur GitHub pour gérer toute la config, toute la customisation qu'ils doivent faire. Tout est géré de manière centralisée. Et nous, après, on peut tester leurs propres changements. Ils peuvent faire des PR sur leurs changements et on va les tester en mode CI aussi avant de les mettre, comment on les mettra en production en fait. Et Ah, donc c'est
Trop bien, toi, tu as accès à leur config custom, Ouais, ils te la partagent ouais. dans leur guide. Du coup, toi, tu peux brancher ton CI à toi de ton CI, de ton système de CI pour vérifier que c'est Non, leur non, nous on changement fait ou pas ça. ça, mais ils peuvent le faire eux-mêmes dans leur propre Ok. lab en Et fait. ils Ils peuvent vont tester que tester ça leur casse pas, en PR fait. dans leur propre lab avant de la merger en fait. Donc Ah, c'est trop bien. Ouais. Du coup, on a été jusque-là et on a fait la même chose qu'il y avait dans Zool de faire les dépendances, de gérer les dépendances. Donc nous, on peut avoir un changement de code, ils peuvent avoir aussi un changement de configuration, ils peuvent tester les deux en même temps, parce que quand on fait un fixe pour un partenaire, on va lui demander de le retester avec le changement de code qu'on a fait, quoi. Ah, donc, du coup, tu es capable de tester bien en amont tes Ouais, changements ouais, des deux côtés, en fait, ouais, c'est ça. Ouais, sans casser le lab derrière qui va valider ouais, tout le truc, quoi. ouais, exactement. Ah, c'est trop bien. Et puis Ouais, on bah, teste toutes les branches des produits que nous on distribue, donc ça peut faire des matrices assez grandes, donc ça dépend vraiment des partenaires. On peut gérer plusieurs versions en parallèle. Nous, ce qu'on leur recommande, c'est de tester une version stable pour laquelle ils veulent faire la certification et toujours tester la version de dev qui est en cours aussi, la dernière version de dev pour être sûr que tout va rester, tout va fonctionner dans le futur, quoi. Après, on peut Du coup, tu aussi gères quand tester. même un cycle de vie de ce produit-là. Tu as un cycle de vie particulier ou c'est toujours Non, du. nous on fait Enfin, du continuous delivery, c'est-à-dire ok. on release tous les jours, on release des nouveautés, des fixes, des machins, donc ouais. Dans des nouveaux packages que eux peuvent mettre à jour, ils mettent à jour tous les jours en fait. C'est ça, ils sont ok, ils sont obligés de mettre à jour. Ah Ouais, oui, c'est mieux pour eux de mettre à jour tout le temps, etc. Et ouais. ça, c'est pas un problème du coup au niveau des équipes de l'autre côté parce que souvent dans les CI, tu peux avoir ce problème-là en fait. C'est que là, j'imagine qu'eux, c'est un vrai outil qui les aide à savoir qu'ils vont dans la bonne direction. Ouais. Donc, c'est pas forcément un frein parce que bon, tu as toujours ce problème de CI avec les développeurs, je trouve, où t'en as qui embrassent le truc en mode genre, bah, en fait, c'est trop bien, ça valide ce que je fais en permanence. D'autres qui font, bah, des fois, c'est rouge, ça passe pas, ça me fatigue, on n'aura pas de CI, j'irai plus vite. Bon, ce serait forcément moins bien parce que ça marcherait pas. C'est sûr. Donc là, ils le prennent bien du coup parce que ça les aide vraiment à avoir le truc qui est validé, certifié à la fin. Ouais. Et du coup, ouais, vous arrivez à bosser avec. Enfin, Bah nous vous avez une bonne relation à chaque ouais, fois. oui, parce que en fait on fait la maintenance, toutes les nouvelles versions des produits, il faut toujours faire un peu des adaptations, etc. Donc on fait tout ça pour eux et tout ça et un gain de temps énorme pour eux. S'ils devaient réintégrer tous les produits Red Hat tout le temps, bah ça leur prendrait beaucoup de temps en fait. Donc ils sont quand même contents qu'on fasse ça en amont, quoi. Et tu arrives à mutualiser une partie de ce truc-là, en fait, petit à petit, de différentes adaptations qu'il y a dans enfin, c'est pas des clients, mais chaque partenaire, que tu arrives après à mutualiser une Ah oui, mais partie nous petit à petit, à en fait améliorer. on livre un seul truc, hein. C'est le même truc pour tout le monde, hein. Ouais, donc en fait, t'as pas assez, eux, je compte la config custom, mais toi, de ton Ouais. côté, Ouais. Et c'est dès jamais qu'on tout voit seul. des trucs qui sont communs, ils font des bidouilles pour les produits Red Hat, des trucs qui sont pas dans leur logiciel à eux ou pour leur hardware à eux, on le remet dans le truc dans le pot commun et on. C'est ça, ouais. Ouais, t'essaies de simplifier leur vie le plus possible Ouais, pour qu'ils ouais, aient pas à maintenir des trucs de leur côté qui soient exactement. genre des Et hacks après on sur a un aussi truc. des équipes internes de Red Hat qui l'utilisent aussi. Et eux de temps en temps ils font des trucs dans leur coin, puis on essaie de les récupérer aussi. Donc on essaie de récupérer aussi tous les changements qui sont faits par tout le monde, quoi. Pour que ça soit. Et c'est un truc open source, donc en fait, tout le monde peut contribuer, les partenaires s'ils veulent contribuer. On n'a pas beaucoup de contributions de partenaires, on a plus des contributions d'autres équipes internes de Red Hat. Ok. Qui, du coup, le suivent aussi, en fait, Ouais, parce parce que ça qu'il les y a d'autres intéresse équipes d'avoir. de Red Hat, c'est pareil, ils ont pas envie de maintenir ce truc-là et ils servent de ce qu'on fait, quoi. Ah, c'est trop bien. Ouais, mais du coup, ça génère beaucoup de valeur pour et Red Hat et les partenaires, parce Ouais, que c'est du ça. coup, Ouais. vous avez le même truc Mm. qui. Ah, c'est Après trop c'est bien. difficile les partenaires, pour être honnête, l'état d'esprit en fait de faire du CI pour des vendeurs de matériel, c'est pas toujours évident, mais oui. Oui. C'est plus une bataille là-dessus d'arriver à les convaincre, de détecter les problèmes le plus tôt possible et ces choses-là. Et eux, c'est pas trop leur état d'esprit habituel, quoi. Ça me rappelle les histoires des gens qui écrivent les drivers depuis enfin 25 ans ou 30 ans sur Linux et qui se plaignent tout le temps que les firmware, c'est vraiment tout nul. Tu dis qu'ils savent pas faire de logiciel, en fait, Mm, mm. ceux qui font du hardware. Ouais. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais c'était le cas pendant très longtemps. Ouais, bah c'est un peu des boîtes noires, c'est un peu compliqué cette partie-là, ouais. C'est ça, Mm, quoi. mm. Voilà, t'es pas trop embêté avec ça, là, c'est pas trop, c'est en dehors du sujet. Non, parce que souvent l'enablement, c'est-à-dire que écrire des nouveaux drivers, etc., ça passe pas par nous. Nous, on est vraiment à la fin pour valider que tout est fonctionnel. Il y a d'autres équipes qui travaillent sur l'enablement, qui travaillent en amont avec les partenaires hardware. Là, quand il manque un driver dans le noyau, quand il manque un driver quelque part, là, c'est du travail qui est fait en amont. Et nous, en fait, on récupère la sortie en fait des builds de produits de Red Hat et on va valider que tout est toujours bon, quoi. Ok.
Donc Ça t'as peut pas arriver besoin qu'il y en de. ait qui servent de nos produits pour le développement, mais c'est pas vraiment fait pour le développement. C'est vraiment fait pour la validation à la fin de nous, on est tout au bout de la pipeline de CI, si tu veux, quoi. Ouais. Nous, il y a les Oui, projets c'est. open source. Après, nous, on les intègre en interne chez Red Hat. Et après, nous, on prend tout ça et on va le tester avec les partenaires, quoi. Et tu parlais pour le hardware que c'est compliqué. C'est quoi les trucs? Moi, j'ai jamais fait de CI sur du hardware. En vrai, je fais que du soft et j'ai pas eu la chance, le plaisir d'expérimenter ces challenges-là. C'est quoi les gros challenges quand tu fais du hardware? J'imagine que quand t'es constructeur, t'as besoin de faire du hardware. Sinon, au-delà de ça, je pense que c'est pas forcément, c'est comme des cas assez particuliers. Mhm. Et on a quelques clients chez nous qui font du hardware, c'est rigolo, mais c'est des trucs genre ils construisent des lidars ou des trucs de voitures bizarres, tout ça, donc ils font du hardware derrière avec leur CI. Et donc, du coup, t'as des contraintes, j'ai vu souvent de ressources, par exemple. Le soft, tu peux lancer des instances de CI, souvent c'est pas cher parce que tu lances des machines virtuelles et t'as plein de serveurs. En vrai, quand c'est du vrai Ouais. matériel ou des serveurs particuliers que tu veux tester, etc., t'en as pas un million, du coup, t'as Ouais, souvent donc des nous, on problèmes est confronté à ce problème-là et on l'a résolu d'une certaine manière, c'est-à-dire que le matériel est précieux. Souvent, on n'a pas, c'est pas à l'infini, on n'est pas dans le mode cloud, on peut pas cloner en fait le hardware, c'est compliqué, quoi. Et donc, ce qu'on a fait en fait, c'est que notre système de CI, en fait, on a développé un moteur pour gérer des queues de travail en fait de job. Et en fait, on peut réserver aussi une machine. Ça a été conçu pour pouvoir faire du travail manuel et du travail automatique. Parce que pendant un moment, quand il y a un bug, bah, faut quand même qu'on accède au même matériel qui est utilisé et on n'a pas plusieurs instances. Donc on va dire, OK, on a deux, trois instances du matériel en question. On va dire, bah, la première instance, je vais la réserver. Le développeur, il va débugger le problème qu'il y a pour essayer de trouver d'où ça vient, proposer un changement et retester son changement, etc. Et après, il va redonner la ressource qui a été utilisée, il va la remettre dans le pot commun pour qu'elle resserve au système de CI pour qu'il puisse faire ses tests automatiques. Donc on a une espèce de système qui permet de gérer un pool de ressources en fait, et qui est super pratique pour ça parce que si t'as pas ça, même au début, quand t'as pas ça, même si il suffit que tu sois deux en fait, et t'es vite deux parce que t'as le système de CI et toi qui veut débugger. Mais même quand t'es tout seul, t'es déjà deux en fait. Et tu te retrouves de temps en temps, si tu fais pas gaffe, il y a un job qui va démarrer et que t'es en train de faire des tests et puis ça va faire n'importe quoi, quoi. Donc c'est super problématique. Et c'est aussi pour ça qu'on installe par RPM. Donc les RPM, c'est ce qui est en production. Et si jamais tu veux faire des tests, on prend tout ce qui est dans le Git, mais on le met de côté, on touche pas au système. On touche jamais au système en fait, pour éviter que quelqu'un commence à bricoler le système et puis ensuite tu testes plus que tu as dans ton guide, donc tu commences à tester des trucs qui ont dévié et puis tu te retrouves à avoir des trucs des résultats qui correspondent pas à ce que tu as dans ton code, donc c'est embêtant, quoi. Donc Ouais. on a toute cette partie là sur lesquelles on a travaillé qui sont qui sont vraiment liées à notre spécificité de faire du CI sur des ressources rares en fait. Ouais, t'es obligé de gérer la contention d'accès à ta ressource parce Exactement. que. Et aussi l'aspect de pouvoir travailler, parce que il y a des équipes qui font du CI comme ça, mais elles sont obligées d'avoir deux jeux de ressources en fait, un jeu pour faire du développement et un jeu pour faire de l'automatisation. Nous, on s'est dit, bah, on en a pas tant que ça, on va tout mettre dans le même pool et puis on va de temps en temps sortir du pool commun pour faire quelques tests, puis après on va le remettre, puis comme ça permet d'être plus flexible et d'utiliser au maximum les ressources, quoi. Ouais, c'est plus efficace que d'avoir un truc qui sert à rien le temps que si Bah ouais, tu c'est ça. débugs pas, au moins tu peux t'en servir, Ouais, quoi. Oui, non, exactement. c'est sûr que quand t'as pas beaucoup de matériel et que c'est pas clonable à l'infini Mm. comme du soft, Ouais, nous, ouais. c'est souvent lié au hardware, hein, donc tout ce qu'on fait. Ouais, c'est ce que tu disais, une grosse partie, c'est comme Mm. des fabricants de matériel. Mm. Et comment, enfin, tu disais que le projet, en fait, vous avez commencé il y a presque 10 ans maintenant, Ouais. mais comment on arrive, en fait, à commencer ça, en fait? D'où ça vient, en fait, tu vois la valeur aujourd'hui que ça a, mais c'est quoi le début, en fait, de l'histoire et comment Bah, tu le début, commences c'est qu'on pour voulait passer. du feedback, en fait, un cycle court de feedback avec les partenaires. Au début, quand on était chez Innovance dans la startup, on voulait le faire aussi avec les clients, mais avec les clients, c'est un autre état d'esprit. Mais avec les partenaires, en fait, le fait d'avoir un cycle court de feedback, c'était super important pour pouvoir fixer avant de réaliser les produits Red Hat. Et la grosse difficulté, c'est qu'on ne pouvait pas, en fait,
il y a eu des essais en fait dans le passé chez Red Hat, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, je sais pas quand est-ce qu'ils avaient démarré ça, où ils voulaient étendre en fait le réseau Red Hat, donner accès à des machines aux développeurs internes de Red Hat, mais ça pose plein de problèmes de sécurité, c'était assez difficile. Donc il fallait quelque chose de super léger, c'est pour ça qu'on s'est basé sur Ansible, mais il fallait aussi quelque chose de super léger en termes de réseau. C'est-à-dire que les labs, souvent, on peut pas y accéder de l'extérieur. Eux, ils peuvent souvent se connecter pour faire des téléchargements, pour faire quelques calls HTTP, HTTPS, mais ils peuvent pas faire autre chose en général, quoi. Donc on avait cette contrainte de connectivité, on pouvait pas contrôler un CI de manière centrale qui va lancer des runners à des endroits puis discuter avec eux. Enfin, c'était un peu compliqué de passer au travers de tout ça. Maintenant, avec les GitHub Runner et les GitLab Runner, on peut faire des choses. Il y a des choses qui existent de ce domaine-là. Nous, on s'en sert un peu de temps en temps justement pour lancer nos choses, notre automatisation. Mais cette partie-là était compliquée. Donc le design, c'était ça en fait. C'était ce besoin de feedback rapide et en même temps ce design réseau qui fait qu'on on laisse les partenaires lancer quand ils veulent leur job. Et quand les jobs sont finis, ça nous renvoie le résultat en fait. Ça nous renvoie le résultat, les Ok. logs et tout ce qui s'est passé. Comme ça permet aux équipes de Red Hat après d'avoir les logs s'ils veulent débugger et de pouvoir ouvrir des bugs et puis voilà s'il y a des problèmes quoi. Et bah ouais, du coup, t'as de l'information qui circule beaucoup plus rapidement entre C'est ça. toi, Ouais. tes partenaires. Et à quel niveau tu mettrais la difficulté à convaincre en fait les premiers partenaires de faire ça? Comment tu fais pour bootstrap un effort comme ça? Parce que j'imagine que en plus tu es en train de dire qu'il faut qu'ils envoient des logs chez toi, tout ça. Enfin, tu Mm. vois, c'est con, mais c'est des trucs Oui, il y en a plein qui enfin, qui voulaient. se connectent Il y en avec a, il y en a toi. qui veulent toujours pas, hein, mais oui, oui, non, oui, oui, Ah! non, non, ça, il y a pas de souci. Il y en a qui veulent toujours pas. Après, ça dépend vraiment des partenaires. Il y a des partenaires qui ont leur driver en mode debug et qui veulent pas exposer les informations confidentielles parce que ça exposerait la structure de leur driver, etc. Donc Du coup, c'est des drivers qui sont pas open source dans ce cas-là, ouais, ouais, c'est des j'imagine. drivers pas open source. Et du coup, là, Ok. c'est un peu compliqué avec cela. Mais sinon, dans la majorité des cas, c'est pas c'est plus les ressources en fait. S'ils ont un lab et s'ils ont des gens qui sont motivés, en général, ça se passe bien parce il y a pas de coût, on fait pas payer. C'est vraiment un partenariat, on travaille ensemble et on fait le truc. Donc quelque part, ils sont contents parce qu'ils ont un accès plus rapide à l'ingénierie de Red Hat. Nous, on sert d'intermédiaire en fait dans mon équipe avec l'ingénierie produit. Donc on facilite, en fait, on est des facilitateurs pour que tout se passe bien avec eux. Donc une fois qu'on leur a expliqué tout ça, en général, ça se passe bien, quoi. Oui, en fait, le problème, s'il y a une friction, elle est pas technique, elle est entre guillemets politique, Ouais, quoi. c'est ça, C'est-à-dire que plus. comme tu dis, c'est parce qu'il y a des secrets à cacher, qu'on veut pas trop communiquer, et cetera. Exactement. Et encore, Même dans ces si cas-là, on travaille avec eux, mais ils nous envoient pas les logs, en fait, c'est tout. oui, au pire, tu peux pas signer un NDA, Ah non, ils mais ont de toute pas façon, on peur a des de NDA. De toute façon, on commence avec des NDA dès le départ, hein. De toute façon, on travaille pas avec nos partenaires sans bah, NDA. j'imagine, ouais, Donc, du coup, c'est encore plus que le NDA n'est pas suffisant au cas où, ouais, c'est ça. secret Non, 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 industriel, ça, il y a toujours des NDA. J'ai pas parlé de ça parce que ça, c'est un peu. Oui, Ça non, me c'est pas concerne pas technique. vraiment, mais nous, il y a Non, c'est toujours des ça. NDA avant qu'on commence à discuter, de toute façon. Donc, Mais ouais, ouais, non, mais ce qui est normal, mais du coup, malgré ça, ça les empêche de partager des trucs et tout. mm, Après, c'est mm, mm. c'est Exactement. compréhensible. Et c'est quoi du coup les next steps pour vous, les prochains, je sais pas, les prochains gros objectifs? Là, ça fonctionne. Mm. Vous avez un CI, vous faites du CI de CI. Ouais. Et qu'est-ce qui vous reste en gros à faire? C'est fini? C'est jamais fini parce qu'en fait, les produits ils évoluent tout le temps. Donc, la partie vraiment cœur de notre solution de CI, elle est finie entre guillemets parce on a une API, on a plein de choses, et voilà, on a une UI, on a plein de choses qui ont été développées pour faire de l'analytique aussi, sur les datas des partenaires, etc. Moi, quelque chose que j'ai pas expliqué, c'est que les partenaires, ils ont un portail en fait sur lequel ils peuvent se connecter et ils voient leur propre job en fait. Ils voient pas les jobs des autres partenaires évidemment. Et nous, en tant que Red Hat, on voit tous les jobs en fait. Donc c'est un Ok. truc un peu spécial aussi. Les solutions de CI, elles font pas ça en général. Elles ont pas de la multi-tenancy un peu bizarre où chacun voit son truc, puis il y en a un qui voit tout en fait. Donc c'est un peu spécial quand même. C'est vraiment un truc de gestion de partenariat. C'est du CI orienté produit et partenariat en fait ce qu'on fait. Donc c'est quand même un truc un peu spécial quoi.
C'est vrai que chacun garde son CI dans son coin et tu jamais le problème de partager tes logs de Ouais, CI avec là, on a quelqu'un ce d'autre. problème-là qui est compliqué. Donc là, pour l'instant, on a résolu le problème à un partenaire. Et le truc OK. d'après, c'est quand on travaille avec plusieurs partenaires en même temps. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore résolu vraiment le problème. Et on a des cas où ça arrive, où on a des gros projets où on doit être sûr que plusieurs, tu vois, un vendeur de stockage, un vendeur de solutions de réseau et un vendeur de matériel de serveur, et que tout fonctionne bien ensemble, bah, on va vouloir partager des jobs et tout, mais là, pour l'instant, c'est un peu compliqué cette partie-là. Donc ça, c'est un truc qu'on a, qu'on a un peu dans notre backlog, et pas obligatoirement un truc qui nous arrive très très souvent, donc on va l'adresser OK. quand ça nous arrivera un peu plus. Mais pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'il y a que Red Hat qui voit les résultats, et puis on discute avec les gens individuellement après, quoi. Mais Ça marche ça aussi. marche aussi, c'est pour ça. C'est pas, OK. Ouais, c'est pas indispensable, c'est mais pas ça vous aidera dans indispensable. certains Donc cas. voilà, on a ces trucs-là. Et par contre, le gros du boulot, en fait, c'est plutôt de suivre les évolutions de tous les produits de Red Hat. Et là, c'est la customisation bah, de chaque en fait pipeline de CI pour chaque produit en fait, pour OpenStack, pour OpenShift et pour RHEL. OK et du coup, vous êtes aidé par les autres équipes en interne de Red Hat, comme tu dis, sur les autres produits qui peuvent venir contribuer à votre, Ouais, ouais, ça nous s arrive. Ouais. OK, mais Oui. sinon ça vous arrive ou c'est tout le Non, temps le c'est cas? rare, Genre, c'est rare, c'est rare. c'est vous qui devez faire le boulot Ouais, du ouais, coup c'est nous qui faisons le de boulot en Ansible et tout ça. bah, OK, ouais, c'est vous qui mettez à jour Mm. les Même comme playbooks et ça, cetera pour maintenant, l'étape d'après, ouais, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est de descendre encore un petit peu d'un cran. C'est-à-dire on avait dit, ok, le CI, c'est compliqué de partager le CI, donc on s'était mis un peu en dessous, on disait on va partager l'automatisation. Et maintenant, on se met encore en dessous, on va dire on va partager des briques réutilisables de l'automatisation, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent pas, parce qu'on fait des choix en fait quand on dessine notre automatisation, on va le faire d'une certaine manière. Donc nos playbooks Ansible, ils vont faire les choses dans un certain ordre, ils vont faire, et tout. On a fait des choix pour arriver à ce que ça fonctionne. Et il y en a qui veulent peut-être le faire autrement. Donc on ne peut pas aller super loin dans la flexibilité de ce côté-là. Dans ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on a extrait tous nos rôles Ansible en fait, et on va les mettre dans une collection Ansible, une collection Galaxy. Et comme ça, les gens, s'ils veulent aller encore plus bas, ils peuvent aussi aller chercher un petit rôle pour faire juste un truc. Par exemple, je sais pas, faire le miroir de toutes leurs images de containers. Voilà, on a du support pour ça. Ils peuvent écrire un petit playbook, utiliser ce truc-là, et puis le faire s'ils ont juste besoin de ça, quoi. OK, Donc, excellent. on a des trucs un peu dans toutes les directions, en fait, dans ces parties-là, quoi. C'est pas fini, ouais. Non, bah non, c'est jamais fini, en fait, un système de CI, parce que tu as les Ah, produits qui bougent tout le temps, tout l'environnement bouge tout le temps, en fait. Donc, ouais, c'est on fort. n'a pas Ce de, mot d'où tu dis aussi que tu fais du continuous delivery en fait, ouais, parce que tu ouais, c'est ça, mets à on est jour tout le obligé, temps quoi. ton Mm. système et que tu ships en permanence des nouveaux trucs, Ouais. quoi. OK. Puis on gère le cycle de Hem, vie des produits Red Hat, c'est-à-dire qu'il y en a toujours des nouveaux qui arrivent, mais il y en a aussi des anciens qu'on abandonne, donc qui sont plus supportés, donc il faut gérer tout ce cycle de vie là aussi. Donc, OK et qui ouais, qui sont plus supportés parce que tu arrives à la fin du, ouais, du cycle de maintenance, quoi. du Mm, support. mm, OK, mm. ouais, tout à fait. Oui, c'est ce qu'il y a de aussi, c'est bien, ça c'est les bons moments, c'est là où tu fais le ménage en fait. Tu dis: «Ça, j'ai plus Mm. besoin» Et c'est là et que tu tu supprimes t'aperçois plein qu'il de y en a tâches. encore des jobs qui tournent, tu dis mais qu'est-ce qu'ils font en fait Faudrait leur dire, Ouais, c'est c'est ça, ça. c'est fini les gars. Arrêtez, ça sert plus à Mm, rien. mm. Ah, c'est cool. Ça me fait penser du coup, on parlait du début, de comment tu en arrives là et pour le projet, mais mon autre question, d'un point de vue, encore plus, take a step back, heu, c'est toi personnellement, comment tu en arrives en fait à faire ce projet-là? Qu'est-ce qui t'a mis en fait sur, qu'est-ce qui t'a fait arriver sur du CI? Alors tu faisais du Buildbot tout ça parce qu'effectivement Mm. tu faisais pas mal de packaging et cetera. Mais comment tu arrives sur ce truc de CI finalement? Enfin, c'est quoi le chemin pour arriver à déjà s'intéresser à ça Mm. de prime abord et tomber là-dedans? Je sais pas exactement expliquer complètement, mais moi j'ai un background de développeur, donc au final quand on développe des systèmes, moi tout de suite je me dis bah ouais, ok, bah c'est du soft en fait. Donc du CI c'est du soft, bah on va le développer comme on développe du soft. Donc on va faire des tests sur notre système de CI, on va le retester, on va le redéployer, on va voir si ça marche toujours tout le temps. Enfin voilà. Donc on fait pas
on fait pas du soft parce que c'est de la config, c'est des trucs, mais à la fin, ça fait des changements partout. On est obligé de gérer les dépendances des changements, de tout ça, comme tu développerais du code dans un langage de programmation, même si c'est du YAML, même si c'est du fichier de config, mais c'est tout ça. Bah finalement, tu dois quand même les tester de la même manière, quoi. Donc, je pense que ça a dû venir comme ça, en fait. C'est que tu te dis, bah, tout ça, c'est la même chose. De toute façon, on le met dans des guides déjà. Donc, si tu mets dans des guides, ça ressemble quand même à ce que tu fais quand tu fais du développement. Donc, à un moment, bah, tu fais la même chose, quoi. Ouais, et après tu vois assez vite la valeur quand tu fais ça d'avoir un CI tout court en fait, Hmm. d'automatiser les tâches de test et Ouais, d'avoir un feedback. Ouais, c'est toujours pareil, c'est que tu raccourcis la feedback loop dans tous les sens, ouais, quoi. c'est ça, Donc, à c'est plus ça. vite le résultat de derrière, comment Hmm. si ça fonctionne bien, s'il y a un truc qui a été cassé, et de pouvoir derrière revenir en arrière si besoin, corriger, etc. Ouais, c'est ça, exactement. Et l'idée initiale, quand on était chez Innovance avant d'être acheté par Red Hat, c'était d'avoir une chaîne qui parte de chez nous, en fait, et qui aille jusqu'en production chez les clients, quoi. Et que de pouvoir pousser automatiquement en fait des changements, une nouvelle version d'OpenStack, on teste les mises à jour, on teste en pré-production, si c'est en pré-production ça passe, hop après on passe en production, etc. de la manière la plus automatisée possible, quoi. Ça me fait penser à un sujet dont on parlait avec Clément dans le premier épisode de Dans un Pipeline, où en fait, eux, ce qu'ils font chez Zama, c'est en gros, ils ont une sorte de fork d'un projet open source qui est aussi public, Mm. et en fait, tu as ce problème de dépendance en fait entre différents projets. Et c'est un peu ce que tu dis là, c'est que tu as en fait t'as tout un stream de. Toi, tu fais des trucs upstream et tu dois les pousser downstream, et c'est un peu ce que vous faites là aussi. Mm. C'est comment tu gères en fait. Alors, je pense qu'il y a plein de solutions un peu toutes différentes. Il n'y a pas forcément de silver bullet, de solution magique, mais c'est quoi ton instinct ou ton truc sur comment on gère les dépendances en fait entre les différents projets, les différents changements dont tu parlais tout à l'heure aussi, quand tu as différents, genre même repository, projets, etc., pour tester ce genre de trucs, parce que ça, c'est une vraie galère. Quand tu es tout seul dans ton mono, en fait, il y a beaucoup de teams maintenant qui font ça, et qui font des monorepos, ils mettent tout dans un seul truc, et puis t'es plus trop embêté Mm. parce que je crois que c'est ce que aussi les approches qu'ont eu des grosses boîtes comme Google et compagnie avec des monorepos absolument gigantesques Ouais, mais qui là, sont du coup, souvent pas faut bêtes. avoir tout le monde dans ton repo, parce que même quand tu as un C'est monorepo, ça, quand les ouais. gens ils font des monorepos, ils ont quand même des dépendances sur des librairies extérieures, sur tout un tas de trucs. Oui, Et au final, ils ont quand même, de temps en temps, s'ils ont un bug dans la librairie et qu'ils veulent le tester, de laquelle ils dépendent, ben, ils arrivent pas à le faire, en fait. il te faut un monorepo avec Internet dedans, Bah ouais, quoi, c'est pour ça, être donc tranquille. c'est compliqué. Il faut que tu aies tout vendorisé, comme ils disent en Go, là, de tout avoir foutu Ouais. dans ton arbre à cendre, mais c'est compliqué de faire ça, quoi. Donc, Ouais, nous, c'est on un gère les compromis. dépendances. On gère comme fait Zool avec les depend zones dans notre projet. C'est-à-dire qu'on met un Ok. depend zone sur tout un tas de trucs et on va automatiquement bah, récupérer la dépendance et l'injecter en fait dans le système pour que ça puisse être pris en compte en fait. Et ouais, Ouais, donc, j'ai fait une GitHub Action, je sais pas si c'était ça dont tu voulais parler. J'ai fait une GitHub Action qui fait un peu la même chose en fait. J'ai une GitHub Action qui fait ouais, ça en fait, et on s'en sert sur GitHub quand on a besoin de la même fonctionnalité. Dans notre CI, ça a été développé en interne du CI, de notre automatisation, mais on a aussi la même chose en GitHub. On a une GitHub Action qui s'appelle Depend Zone Action, et tu la mets en place et tu mets dans ta description en fait de PR les dépendances que tu as. Tu mets Depend Zone avec l'URL de ton changement et automatiquement il va le télécharger et il va l'injecter suivant ton langage de la manière adéquate. C'est-à-dire il va l'injecter en Python, je sais pas, dans le requirement.txt ou dans le project.toml, enfin, je sais pas, dans les différentes façons de le ouais. faire. En Go, ça va être voilà, dans le Go mode, enfin voilà, dans les différents langages. Moi, ça supporte un certain nombre de langages, mais après, s'il y a des gens qui c'est pas supporté dans leur langage et ils ont un système de packaging, ils peuvent contribuer et y a pas de souci, quoi. Donc voilà. Et il y a un autre, ça tu le mets dans ta GitHub Action, dans tes GitHub Action standard. Donc, en fait, tu l'injectes juste après ton checkout et ça va le faire automatiquement. Tout après, tu as besoin de toucher à rien d'autre en fait. Et tu rajoutes une autre pipeline GitHub qui va checker si en utilisant la même GitHub Action, mais en mettant une option spéciale qui dit le check only, et ça va aller regarder si les autres PR sont déjà mergés, et elle va échouer si les PR sont mergés. Ça permet de pas merger ta PR tant que les autres sont pas mergés en fait. Ok. Donc, tu gères vraiment un arbre de dépendance Ouais, complet ouais. sur toutes Comme tes ça, tu es paires. sûr que tu vas pas avoir de soucis à merger toi de ton côté, alors que de l'autre côté, c'est pas fixé en fait. Ok.
Non, c'est cool, ouais. C'est un truc qu'on a commencé à implémenter chez nous en interne. On le fait pas encore sur du multi-repo, Mmh. mais on l'a sur le Et nous, moi, je le fais, mono-repo ouais, pour justement cette dépendance. avec Gerrit aussi, parce qu'on on a toujours du Ouais. Gerrit, et aussi avec GitLab. Et en fait, on fait des dépenses un peu de partout, dans tous les sens, et ça marche, quoi. Ouais, mais c'est un truc qui manque souvent quand tu fais pas du monorepo, du coup. C'est un peu ce Mmh. que je vois de plus en plus de gens aller vers du monorepo pour résoudre ce genre de problème. Mais bon, du coup, comme on dit tout à l'heure, en fait, c'est un trade-off. Tu fais des compromis et du coup, tu as des avantages, mais tu as aussi des inconvénients et puis ça a ses limites aussi. Ouais, ouais. Et c'est souvent la question que les équipes se posent, c'est est-ce que tu dois aller vers un monorepo pour résoudre les problèmes de dépendance entre tes différents services, par exemple, si tu as différents services ou ce genre de choses, ou est-ce que tu peux aller vers un mode où et tu gères les dépendances et au niveau CI, tu es capable de tester en fait tes changements Mmh. dans différents repos, même s'ils s'impactent les uns les autres, avec ce genre de truc. C'est un vrai challenge qui paraît compliqué en fait pour beaucoup d'équipes et du coup qui font vite bon, on va tout jeter dans un seul repo comme ça, en Ouais, fait, j'ai c'est fait un petit facile. sondage en interne là, de Red Hat, où les gens, comment ils géraient ces problèmes-là, mais personne ne les gère bien, en fait, hein. À part ceux qui viennent du monde OpenStack avec Gerrit et Zool, qui ont l'habitude de faire ça Ouais. proprement. Et tous les autres, alors ils vont faire une paire et puis ils vont aller chercher la branche dans le truc qu'ils utilisent. Ils vont le changer dans leur paire de manière explicite. Puis il faut surtout pas le merger parce que ça pointe sur une J'ai déjà paire vu ça et bizarre. Puis à ouais. la fin, tout à la fin, quand l'autre est mergé, il faut qu'ils fassent gaffe. Hop, ils vont le faire le changement dans l'autre sens. Et puis ouais, c'est compliqué en fait. Ouais, Ou parce que alors quand tu fais ça, le truc habituel, c'est que les gens immergent le truc qui est censé être le fixe dans la librairie, par exemple. Et puis après, ils vont tester dans leur programme principal, ça va se planter, bon, bah, ils vont reverter ou ils vont faire un autre changement, puis ils vont recommencer, et puis donc ils ont du code qui est pété à un moment, en fait. Et ouais, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait ce qui est pas tolérable quand t'as des gros projets, quand t'as plein de gens, quoi. ouais, c'est que là, tu fais du C'est bricolage du et si tu casses bricolage, un voilà. truc, Mm. ouais, bah, c'était une grosse équipe. Bah, c'est pour ça qu'en fait, on je vois de plus en plus de grosses équipes finalement qui font du monorepo, je pense à cause de ça. Ouais, mais c'est C'est dommage, parce parce que que en fait, comme on peut le résoudre, ce problème-là, en fait. bah, ouais, et après l'inconvénient du monorepo, c'est que du coup, tu te retrouves avec, 1 millier de développeurs sur un même repo et que quand tu as un incident ou un problème de CI ou autre sur un repo, pour une raison ou pour une autre, bah, ça peut bloquer tout le Ouais, monde. même Du coup, sans parler des incidents, le problème du monorepo, c'est que quand tu veux tester ton petit truc, en fait, faut que tes outils, tu les adaptes pour te dire, OK, faut qu'ils sachent analyser les ouais, changements pour dire, OK, c'est dans cette partie-là, donc je vais juste lancer les tests à cet endroit-là, donc tu es obligé de mettre beaucoup d'intelligence, en fait, dans la façon de tester, en fait, quand tu as un monorepo. Parce que tu es c'est, obligé ouais, de sortir ou même les Google et tout ça, ils ont des systèmes de CI, de versionning, en fait, qui vont sortir qu'une partie parce que c'est tellement gros, en fait. Il faut qu'ils puissent sortir qu'un sous-arbre, en fait, de tout ton code pour pouvoir tester que cette partie-là, parce que sinon, c'est infernal. Si tu dois retester le monde entier à chaque fois, bah, tu deviens fou, quoi. Puis c'est pas efficace, c'est quoi. le ouais, je trouve que c'est là où tu as des outils comme, Bazel ou des NX, des Rush et cetera en JS qui font ça. Je crois que Bazel vient de chez Google d'ailleurs, c'est sûrement pas un hasard, mais qui font ce Mhm. genre de trucs quoi, qui te sortent en fait, pour un changement particulier, je connais pas la commande Bazel exacte, mais en gros, il te sort, quels sont les fichiers, les modules impactés et quels sont les tests en fait à rejouer pour savoir ce qui a un Ouais, impact. mais Alors je sais pas à quel point tu peux te gourer ouais. avec ce genre de truc, parce qu'il faut toujours bien exprimer tes dépendances et patati patata pour être sûr que tu pas de side effects. Mais ouais, si tu pas ça en fait, j'ai vu des gens justement, même parmi nos clients faire ça, du monorepo sans système à la Bazel ou autre et du coup, bah, galérer à base de si ce répertoire est modifié, alors lancer tel job. Et en fait, c'est très approximatif. Alors, ça peut marcher, mais c'est très approximatif. Et bon, si tu te gourres, ben, du coup, tu peux avoir des trous dans la raquette et héberger des trucs qui sont cassés. Donc ça, c'est un peu pas cool. Mhm. Ce qui est moins le cas quand tu as une approche un peu plus bah, holistique, en mode genre, bah, je lance tous les tests de toute façon, puis on verra bien. Mais sur un monorepo, c'est impossible parce que, ouais, comme tu dis, l'effet d'échelle fait que Ouais, c'est ça. ça coûte vite très très cher, quoi. Ça coûte vite très très T'as cher. ça, puis De après t'as changer un les truc. ACL qui est responsable du code. T'as besoin enfin, t'as une complexité, mais qui se retrouve ailleurs, en fait, qui se retrouve dans la gestion, bah, des sous-arbres, en fait, qui est en charge des sous-arbres, qui doit faire les reviews, enfin, voilà, ce genre de choses, quoi. Ouais, en fait, ouais, c'est que tu moins de la délimitation, elle est moins facile, en fait, à avoir que quand c'est un repo, une Bah équipe, ouais, enfin, ou des repos, une équipe, c'est plus facile parce que la séparation logique, elle paraît plus naturelle en disant: «C'est vos repos, c'est vos trucs», mais là, mm, tu sais jamais trop comment genre le fichier central de configuration de Bazel, qui le maintient? C'est tout le monde ou personne? C'est un peu et j'ai moi, quand c'est tout le ouais, monde, je c'est crois que ça. c'est souvent personne, en fait. C'est un peu Mm, l'effet, mm.
l'effet foule où il y a trop de gens qui maintiennent le truc, du coup personne n'ose y toucher, personne ne fait rien. J'ai vu ça dans des gros projets où en fait tout ce qui est un peu commun, bah en fait personne n'ose vraiment y toucher parce que c'est trop le bazar, il y a trop de gens et t'as pas ce sens de ownership parce que c'est trop gros en fait. Donc tu joues dans ton petit coin et pas sur les trucs qui sont en commun, qui sont pas vraiment maintenus au final. Mm. Je pense que c'est Ouais, un dans des effets de OpenStack, bord c'était pas mal négatifs. géré cette partie-là avec, comment il s'appelait, notre ami qui gérait la partie centrale en fait. Qui, Ouais, il y avait tous les modules qui Oslo, tout ça aussi qui était le code commun, ouais. Ouais, c'est Je sais ça. pas Ça, si t'as c'était pas entendu mal parce que parler. les gens, ils essayaient de trouver le code commun, d'essayer de le remettre ensemble. Enfin, mais C'était quand faut le même. faire de manière explicite, en fait. Faut que les gens en aient conscience et regardent ces choses-là. Quand tu as des gros projets, c'est pas si facile que ça à faire, en fait. La partie Oslo dans OpenStack, c'est la partie en fait juste pour ceux qui n'ont pas fait d'OpenStack, il y en a sûrement beaucoup, mais c'est la partie en fait où des bibliothèques qui étaient construites des fois à partir du code existant dans différents projets, qui étaient refactorisés dans une bibliothèque pour tout le monde, qu'on appelait Oslo parce que tous les modules commençaient par Oslo quelque chose. Mais pour l'avoir vécu un peu et avoir maintenu des trucs dans Oslo, il y avait quand même, t'avais deux forces distinctes qui étaient d'un côté, les gens étaient contents de sortir du côté, parce que c'était un peu du monorepo au début, en fait, OpenStack, il n'y avait pas beaucoup de repo, finalement, pas beaucoup de modules, ça s'est découlé petit à petit parce qu'il y avait beaucoup pas de réplication de code à droite à gauche, mais t'avais quand même deux forces qui étaient des gens qui disaient, OK, c'est cool de faire du commun et de faire des bibliothèques et des librairies et donc de faire des releases de ces librairies, etc. Et d'autres gens qui disaient, ça nous ralentit. En fait, si on faisait le code nous-mêmes dans notre projet, et qu'on se passait de ces librairies et qu'on arrêtait d'essayer de contribuer à ce truc-là, bah en fait on irait plus vite. Du coup, tu avais ces deux forces qui s'opposaient en permanence où tu disais mais ça en fait vous devriez le mettre dans une librairie parce que oui mais ça va c'est trop lent, il faut qu'on fasse du code dans un autre repository qui soit approuvé par d'autres gens, ensuite qu'on l'intègre et qu'on mette à jour nos dépendances, nanana. Et ça va pas assez vite pour nous et c'est ce que tu disais tout à l'heure, du coup c'est limite ils finissent par tout vendoriser pour être tranquille. Et du coup, c'est écrire Mm. leur propre code parce que ça va plus vite. T'as un peu les deux forces qui s'opposent dans un projet de logiciel libre. Après, bon, il n'y a pas forcément de gagnant parce que c'est un Ouais, peu mais t'as pas après, je pense que d'arbitre. c'est normal. C'est pas grave. Faut laisser les gens innover dans leur coin. Et puis après, de temps en temps, quand tu vois qu'il y a de l'application, bah, tu le mets en un truc commun. Et puis voilà, c'est pas très grave, en fait, hein. Ouais, après, dans un projet open source, t'as comme ce Faut côté, laisser, hein. t'as pas d'arbitre. Donc, en fait, quand on a un qui dit non, mais je veux pas utiliser votre librairie parce qu'en fait, j'ai pas envie vous êtes trop lent à le maintenir, à corriger les bugs, je les corrige tout seul dans mon truc. Ouais, Bon, après, ça, c'est c'est un la peu. communication, c'est les relations entre les gens, c'est de C'est l'humain, ça. voilà, standard, quoi. Après, c'est pas, C'est ça. Mais là, vu que t'as pas d'arbitre final c'est qui rien, dit on c'est va rien de faire comme ci spécial. ou comme ça, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, t'arrives à ce truc-là. Mais oui, en fait, c'est un peu ce que je retrouve à la fin, c'est que tu te rends compte que l'organisation du code, finalement, c'est un peu le reflet de l'organisation des équipes, de toute façon, et des interactions sociales et de la politique que tu peux avoir en termes d'organisation de manière Bah ça, générale. Parce qu'en fait, c'est la loi de Conway. Je sais pas si tu connais la loi de Conway. ça me dit quelque C'est chose, une ouais. loi. Hop, hop, ça fait une coupure. Là, tu m'entends là? Ah ouais, je t'entends, impeccable. Ok. Non, je parlais de la loi de Conway. C'est une loi empirique qui dit ton logiciel est à l'image de l'organisation de ton logiciel, tes sous-systèmes, etc., et à l'image de ton organisation, en fait. Et Ok, le ouais, corollaire est vrai aussi. C'est-à-dire, si tu as une organisation avec plein d'équipes, tu vas avoir un système complexe avec plein de sous-systèmes parce que tu peux pas faire autrement, en fait. Ouais. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et en fait, tu le retrouves dans l'organisation des repos et de la manière dont les gens travaillent. Ils vont organiser tout leur boulot autour de ça, quoi. C'est assez rigolo. Ouais, Et c'est pareil pour les monorepos, je trouve, au final. exactement. Mm, mm. Cool. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais C'est je pense compliqué quand même. je pensais pas qu'on allait parler des monorepos en fait ce matin. Ça, c'est bien. On a parlé un peu de tout. Moi non plus. Euh, et ouais, comme quoi on arrive à tout finalement. Bah, après, les monorepos CI, c'est un Mm. vrai challenge pour le coup. Et je pense qu'il y a plein de trucs encore à faire. Et il y a beaucoup d'équipes qui essaient de s'y mettre pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et il y a plein de challenges à résoudre qui sont pas encore tous résolus, en tout cas de ce que je vois. Chez les gens avec qui je discute sur ces sujets-là, c'est pas, il y a plein de trucs, comme on parlait des dépendances, ben, c'est un des problèmes qui est résolu par les monorepos plus ou moins bien. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Je suis pas forcément convaincu dans tous les cas. Donc il y a encore plein de trucs à faire dans ce genre de pratique. J'ai pas encore discuté avec des gens sur ce podcast qui faisaient du monorepo en tant que tel, mais ça m'intéressera assez justement d'avoir des retours sur des gens qui ont migré, de voir les avantages et les inconvénients, genre comment ça se passe après en pratique, si t'en Mm. es content ou pas, quoi. Ouais. Donc c'est cool. Ben, merci Fred pour toutes ces explications, c'était cool. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un autre sujet donc, que tu voulais aborder avant qu'on conclue? Un truc que Non, je tu pense voulais qu'on a dire fait un tour.
On est bien? On a fait On le a fait un tour de tour tout ce qu'on que je voulait dire? m'attendais pas obligatoirement, mais c'était sympa, c'était intéressant la Ben discussion. voilà, c'est la surprise à chaque fois. On sait pas de quoi on parle, mais on en C'est parle. ça, c'est ça, C'est cool. c'est ça. Beh, merci beaucoup pour ton temps, Fred et puis, je te dis à une prochaine fois. On se reverra bientôt parce que je crois qu'on te reverra, à l'event qu'on organise au mois d'avril, CIC Day à Ouais, Paris. ouais, Une petite journée bien sûr, autour du avec plaisir. CICD et tu nous feras le Mmh mh. plaisir même de faire un petit talk. Je dis pas sur quoi, ce sera une surprise, du coup, il faudra venir voir. On l'annoncera avant Yes, quand même. exactement, Mais yes. tu viens nous parler de CI, donc ce sera super cool. J'ai hâte d'y être et de pouvoir t'entendre et t'applaudir, standing ovation. Ça, c'est obligatoire. OK, Merci super. Fred. Je t'en prie, salut.